Moi? Oula, oula. Ouais, c'est vrai, il faut que je vienne quand on ne sera pas confiné. Yes. Ok. Bon, alors, bon, là, c'est parti. Normalement, ça enregistre. Le mec, il ne sait toujours pas se servir de Zoom. Un jour, ça viendra. Hein. Mais Je vois pas. Si, enregistrement, c'est OK. OK. mais sinon, tu sais, enfin, Non, mais ça arrêtait le partage d'écran, pas l'enregistrement. mais là, il y a un petit truc qui. Ouais, c'est vrai. Allez, Bon, allez, on est bon. nique ta mère. Bon, bah, du coup, bonsoir à tous les trois qui êtes là. Les autres, on s'en fout, vous êtes trop vieux. Maintenant, choisissez qui sont les trois. Et puis, donc, ce soir, petite formation sur la composition. Alors, je pense que vous avez fait la formation de la semaine dernière, alors vous avez au moins les bases déjà. On ne reviendra pas trop dessus, ce n'est pas l'objectif. Là, l'objectif, c'est surtout de voir comment, en ayant en fait les bases techniques, donc en maîtrisant parfaitement la technique sur l'appareil, on peut arriver à faire des photos qui soient sympas. Parce que la technique, ça compte, mais il n'y a pas que ça. Parfois. Du coup, comme on n'est pas beaucoup, si jamais vous avez des questions à un moment en plein milieu, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller directement. Et puis voilà. C'est pépère comme formation, Ouais, on tranquille. discute, on parlera de règles des triangles. Enfin, on La aura. règle des triangles plus tard. Hop. Évidemment, bière autorisée, apéro autorisé, tout ce que vous voulez, tant que vous êtes silencieux. Alors, on est parti. Donc, une bonne photo. Pour faire une bonne photo, il faut la technique. Ça, c'est ce qu'on vient juste de dire. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, donc disponible sur YouTube directement pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il faut aussi avoir un contenu qu'on va juger intéressant. Alors ça, c'est très subjectif, c'est pour ça que c'est entre guillemets. En fait, il faut avoir un sujet. On va éviter de faire des photos juste de texture, même si ça se vend très très bien. On va dire que l'intérêt est assez faible. Et il faudra avoir du coup une composition qui soit soignée, c'est-à-dire en fait comment est-ce que je peux mettre en avant le contenu que j'ai choisi au tout début. Hop. Donc, la technique. La technique, vous pouvez aller voir la formation sur les bases de la photo. J'ai remis le lien ici, il sera cliquable. On verra si on partage le diapo ou pas. Et dans tous les cas, pour maîtriser la technique, il va falloir essayer, rater, réessayer, re-rater, enfin s'entraîner. En gros, allez-y à fond sur la technique. Il faut savoir manipuler son appareil, j'ai envie de dire presque les yeux fermés, c'est-à-dire que les boutons, vous savez exactement où ils sont. Comme ça, ce n'est pas quelque chose qui vous gêne au moment où vous voulez prendre une photo. Parce que la photo, ça doit rester quelque chose d'assez spontané. Donc, il ne faut pas réfléchir à tous vos réglages, si je vais chercher mes boutons à droite, à gauche, quand vous voulez prendre une photo. À moins que ce soit quelque chose qui ne bouge pas et que vous ayez vraiment le temps. Quand c'est spontané et que vous pouvez régler directement sans regarder, c'est quand même vachement plus agréable. Ça, c'est pour vous. Hein. Si vous voulez galérer avec la technique en continu, allez-y. Tu veux pas essayer genre de bien passer tes slides? Si, mais j'arriverai pas à bien passer mes slides. Ah, il est bon. Ouais, je vais essayer. Ouais, là, ça paraît. Ouais. Donc, déjà, le mieux, c'est d'avoir un sujet donc humain ou pas forcément humain. On peut avoir un paysage, c'est un sujet aussi. Il faut juste voir comment on le met en valeur, tout ça, mais ça, de toute façon, c'est la suite. Et il ne faut pas forcément chercher à faire de la photo compliquée avec tout plein d'informations. C'est Véronique à droite. Non, t'inquiète. Ta gueule. Faut pas forcément chercher à faire compliqué, juste le sujet. Des fois, ça peut être une belle photo comme à gauche, où au final, il n'y a pas tant d'éléments que ça, mais ça rend une photo quand même plutôt pas mal. Après, toute la difficulté, en fait, c'est d'arriver justement à simplifier au maximum et à cadrer d'une certaine manière que la photo, bien qu'en ayant l'air très simple, en fait, peut ne pas être simple à faire parce qu'on est souvent pollué par plein d'éléments autour et qu'il faut savoir éviter si on ne les veut pas. Ça ne veut pas passer. Mais c'est parce que c'est toi qui fais. Alors, on continue un petit peu sur la composition. La grande question que vous allez devoir vous poser à un moment, c'est est-ce que je pars en format portrait ou en format paysage? C'est quelque chose qu'il vaut mieux faire à la prise de vue, bien qu'on puisse recadrer ensuite en post-traitement. Il vaut mieux quand même l'avoir fait à la prise de vue parce que sinon vous allez perdre énormément d'informations. Hein, si vous prenez une photo dans votre taille au niveau de votre appareil photo, si vous recadrez après, vous allez perdre en fait toute une partie de la photo et avoir du coup une qualité moins bonne en termes de ratio. Vous aurez une photo moins bien définie. Donc, on choisit son format avant de prendre la photo. Portrait ou paysage, ça reste assez libre. C'est à vous de savoir ce que vous aimez. Maintenant, on verra rarement des photos de paysage prises en format portrait. Ce n'est pas impossible, mais c'est plus rare en fait. L'œil est moins habitué à ça. Par contre, pour faire du portrait, on va dire du portrait humain, par exemple, typiquement, le portrait peut être assez indiqué. Maintenant, ça reste toujours là. Toutes les règles qu'on va donner ce soir, c'est à vous de voir comment vous les appliquez ou ne pas les appliquer. Ce n'est pas vraiment des règles, d'ailleurs, c'est plutôt des conseils, en fait, des guides pour pouvoir débuter, parce qu'ensuite, le choix, il sera fait, on va dire, instinctivement en fonction de ce que vous aimez et de ce que vous avez envie de rendre.
Sachant que des photos en mode portrait, on peut faire du paysage si on veut mettre en valeur quelque chose. Si on a une tour, ça peut être intéressant de faire justement en mode portrait pour insister sur la hauteur de la tour. Voilà, c'est ça. Donc, ça reste quand même très libre en fait. Il n'y a pas de règle fixe. Donc maintenant qu'on a choisi, alors je reprends la photo juste avant pour que vous ayez, enfin la diapo juste avant pour que vous ayez une idée, on va dire que là on choisit le format paysage. C'est pareil si on choisit portrait, on a les mêmes droits ensuite derrière. Donc je choisis en fait mon format paysage et mon format paysage, je vais pouvoir bouger ce qu'on appelle le ratio de l'image. Donc ça s'appelle un recadrage, hein, vous avez un petit peu l'idée normalement. Donc on fait un recadrage de la photo et ça en fait, le ratio, il va permettre de donner une lecture différente à l'image. Alors il faut faire très attention à ça, c'est-à-dire qu'il faut y penser à la prise de vue. C'est-à-dire que si vous partez pour faire une photo plutôt carrée, et ben, du coup, allez exploiter le centre de votre capteur, qui sera, enfin le centre de votre optique en fait plutôt, qui sera bien mieux défini que les extérieurs de votre optique, donc pour avoir une meilleure qualité d'image à la fin, donc centrer votre sujet dès le début, enfin, etc., etc. Donc, visez en fait vraiment à la prise de vue, imaginez le format que vous voulez donner à votre photo. Plus la photo est élargie, plus ça va donner une sensation d'espace. Maintenant, il faut faire très attention à ça parce que si je donne beaucoup d'espace quand le sujet ne, comment dire, j'arrive pas à faire ressortir le sujet en fait dans beaucoup d'espace, ben, on va un peu perdre euh, le sens de la photo. Donc le format, c'est à penser en plus de l'orientation. Donc si vous prenez une orientation portrait, vous avez la même chose en fait dans l'autre sens, donc on inverse les ratios, mais vous pouvez retrouver un petit peu les mêmes choses. Les formats classiques, vous allez être pour la plupart en 3/2, 4 tiers, plutôt 4 tiers. Et vous pouvez passer sur du 16/9 qui est assez classique aussi, ou repasser sur du format carré. Faites bien attention au niveau de votre appareil. Vous pouvez régler en fait ce format à l'origine dans l'appareil, c'est-à-dire dire à l'appareil prends une photo en 16/9 ou prends une photo en format 4 tiers ou 3/2. Eh ben, ne le faites pas, restez sur le format le plus large possible. Comme ça, vous vous laissez toutes les chances après de recadrer en post-traitement. Ouais. Donc, au niveau du choix, donc plutôt sur un cadrage serré ou large, ça va toujours rester sur ce qu'on veut donner comme intention à la photo. Le cadrage serré, en fait, on va avoir un élément central, on va pas pouvoir faire plus au final et on va donner beaucoup moins d'importance à l'arrière-plan. Donc, ça peut être le moment de jouer justement avec la profondeur de champ, ouais, et pour avoir un beau flou d'arrière-plan. Là où un cadrage large, ça va être intéressant de montrer beaucoup de choses. Mais le risque, c'est qu'on se perde dans la photo. C'est-à-dire que bah, là, la photo du lion, elle est belle, mais il n'aurait pas fallu prendre plus parce que s'il y a trop d'éléments, on se perd et l'élément principal n'est plus vraiment l'élément principal. Ouais, ça c'est clair. Ça va ouais, quand on fait du large, il faut surtout arriver à ne pas perdre le sujet. C'est-à-dire que votre sujet doit rester la chose qu'on voit le plus dans votre image. Il ne faut pas faire rentrer d'autres éléments qui viendraient en fait prendre le dessus sur votre sujet initial. Alors, maintenant, on va passer un petit peu à la gestion des différents plans. Bon, ça, je ne vous apprends rien. Vous avez un premier plan, un arrière-plan, et puis tout ce qu'il y a entre les deux, on peut en imaginer plein. Il faut penser vraiment à tout quand vous faites une photo, c'est-à-dire à qu'est-ce que vous voulez montrer, où est-ce que ça se situe, et puis comment est-ce que je peux le mettre en valeur en fonction des autres. Donc ça, il faut vraiment y penser en continu. Hop. Et donc là, vous allez avoir très vite une première idée. Donc quand Jacques tout à l'heure parlait de profondeur de champ, en fait, quand vous faites un cadrage plutôt serré, c'est valable aussi quand vous faites du large, il n'y a pas de souci, la profondeur de champ, c'est totalement libre. En fait, la profondeur de champ, il va falloir savoir jouer à est-ce qu'il y a dans les autres plans que celui de mon sujet des choses intéressantes. Là, en l'occurrence, vous voyez, on a deux images qui sont totalement différentes et pourtant, c'est la même base. Le seul choix qu'on a fait, c'est est-ce qu'on a une toute petite profondeur de champ, donc je vous rappelle, ouverture avec un chiffre très petit, donc ouverture très grande, ou alors une grande profondeur de champ, donc avec une ouverture très petite. Ça, c'est un choix à faire de composition, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous l'imposer, c'est est-ce que vous voulez donner à la personne qui va regarder votre image la possibilité d'aller lire totalement l'arrière-plan et du coup de s'y perdre ou que ça lui apporte de nouvelles informations, hein, c'est tout à fait possible, ou est-ce que vous voulez donner justement mettre l'accent sur un sujet et brouiller un petit peu les pistes au niveau de l'arrière-plan pour recentrer le regard sur le sujet justement que vous avez voulu mettre en avant. Donc, pareil, au niveau de la composition, on peut aussi jouer avec tout ce qui est colorimétrie. Donc, la luminosité, les couleurs, le contraste. C'est bien, c'est le titre de la diapo.
Et ça peut être pas mal d'utiliser justement des couleurs diamétralement opposées sur le cercle chromatique. Donc là, on voit sur la photo de droite, on va avoir un environnement très bleu, enfin bleuté, c'est pas bleu, mais c'est dans un ton plutôt bleu. Et notre coucher de soleil derrière, en fait, va attirer le regard et ça va faire un jeu de lumière qui est assez sympa, en fait. Donc, faut pas hésiter justement à utiliser les couleurs qu'on peut avoir. Sur scène, on peut faire des trucs très beaux. Faut pas avoir peur de jouer avec ça. Je fais des très belles photos Voilà. sur scène. Donc, la couleur, alors, il faut faire attention. Après, vous pouvez aussi prendre la règle complètement à l'envers. C'est ce qu'on disait, hein, c'est des règles, c'est fait pour être des faits. Si vous partez complètement à l'envers, vous pouvez dire, je vais jouer dans des tons de bleu, donc partir sur du bleu légèrement violacé, un petit peu plus clair, enfin, jouer dans des tons de bleu, et du coup, jouer sur la nuance, jouer sur la luminosité, enfin, sur d'autres, en fait, possibilités que vous avez au niveau de la composition. Là, c'est dire on tranche au niveau des couleurs, c'est une possibilité, mais il n'y a bien sûr pas que celle-là. On peut avoir des couleurs blanches, ça ne fera pas une photo moche du tout. Alors, bon, celui-là, il est assez facile, assez instinctif en général. Il faut savoir se servir en fait des lignes que vous avez autour de vous, des lignes de fuite, quand vous avez des bâtiments, quand vous avez des allées, etc., pour pouvoir créer une dynamique en fait et aller recentrer le regard à un endroit ou à un autre. C'est quelque chose que vous pouvez imaginer très très bien. Par exemple, si vous prenez une allée d'arbres, vous mettez un sujet au milieu de l'allée d'arbres, eh bien vous allez avoir votre allée qui va vous faire vos lignes de fuite en fait vers le fond. Et si vous mettez votre sujet, à un moment, en fait, le regard de la personne, il va forcément croiser le sujet puisqu'il va suivre naturellement les lignes directrices et donc croiser le sujet. Donc, il ne faut pas hésiter à se servir en fait des lignes qu'on peut avoir dans l'environnement. Donc là, ce sont des lignes qui sont très marquées. On a vraiment le plafond, donc 2 bandes de lumière et puis 2 bandes en bas. On a une flèche en bonus, enfin, etc., etc. Vous vous doutez bien que cette photo-là, si on enlève la flèche, eh ben, le sujet, on le perd. On ne sait plus trop où est le sujet. Là, en mettant la flèche, on le montre. Alors, c'est vraiment poussé à l'extrême. C'est-à-dire que je ne vous demande pas de mettre des flèches sur vos sujets La à chaque flèche fois. rouge, on Mais a tout, voilà, mais ouais. c'est dans l'idée, en fait, tout ce qui est dans le décor, là, en l'occurrence au premier plan, bah, peut vous permettre d'amener à votre sujet en fait derrière. Il faut juste le penser à la composition, donc dire par exemple, bah, OK, là, il y a une flèche. Quand je te mets au milieu, je ne te vois pas très bien. Je suis vraiment obligé de me mettre plus proche, donc faire un cadrage plus serré, mais j'ai envie que ça reste large pour avoir un parking. Bon, bah voilà, je me mets plus large. Par contre, j'apporte le regard vers toi qui est au milieu. Donc ça, c'est à vous de penser, puis d'expérimenter tout simplement, hein. Vous allez voir que si vous faites 2 photos, ça, c'est quelque chose que je vais vous redire très, très souvent. Quand vous faites des photos, bougez. Si vous avez un sujet que vous avez la chance de pouvoir maîtriser, c'est-à-dire un sujet qui ne bouge pas ou un être humain, ça se maîtrise plutôt bien. euh, Ouh, on est Eh bien, su. du coup, voilà, n'hésitez pas en fait à bouger, à faire le tour de ce sujet-là pour vraiment dire, bah, OK, dans ce sens-là, ça m'intéresse, dans ce sens-là, ça m'intéresse moins, la composition me plaît moins. Et c'est votre regard qui va compter parce que de toute façon, à la fin, ça sera votre photo. Donc, il faut qu'à vous, elle vous parle. Ça, c'est le principal. C'est beau. Maintenant, on va parler de la règle, j'ai envie de dire, la plus importante, entre guillemets, dans le sens où bah, instinctivement, il y a certaines personnes qui vont le faire, d'autres non, et c'est ça qui ne vont pas comprendre pourquoi leurs photos sont moches. Mais c'est donc la règle des tiers. C'est-à-dire que quand on a une photo, on va essayer toujours de la diviser bah, du coup en 9, en trois horizontales et 3 lignes verticales. Et on va toujours essayer de mettre le sujet sur une des… Comment expliquer? Sur une Sur les croisements, Ouais, au sur niveau les des croisements des croisements. lignes. C'est-à-dire que même si vous regardez, coucou SSP, mais si vous regardez sur des vidéos ou sur des JT, le regard du présentateur sera toujours sur la ligne du deuxième tiers. Et c'est ce qu'on veut aussi faire en photo. Donc là, l'œil, on va le mettre à un croisement et puis on va laisser de l'espace, mais ça, c'est la suite. Pareil, là, pour le phare, ben, on joue toujours avec cette règle des tiers et c'est ça qui va rendre la photo en fait juste harmonique et belle. Parce que si le papillon on le met en plein milieu, bah, il y aura un beau papillon, mais une photo, enfin, instinctivement, elle va nous paraître moche. Bon, après, voilà, ça fait partie des règles hein, qu'on peut respecter ou ne pas respecter. En général, au début, c'est mieux de se forcer un petit peu à les respecter. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que avant de pouvoir passer à travers, il faut bien les maîtriser, hein, les règles. Donc, au début, prenez votre appareil photo. Normalement, il a ses lignes directrices, ses 9 cases. Il doit les avoir.
soit dans le viseur, si c'est électronique, vous pouvez les ajouter, les retirer. Mettez-les, ça vous permettra de vous repérer un petit peu. Après, vous allez voir qu'en fait, votre œil, si ce n'est pas une habitude que vous avez, votre œil va s'y mettre assez bien et va assez vite repérer en fait, les différents points forts de l'image, donc les 4 points qui sont au milieu. Sur ces points-là, ces croisements de lignes, on va essayer de placer vraiment l'élément le plus important, entre guillemets, de votre photo, donc de votre sujet. Alors après, ça, c'est toujours très, très relatif. Si vous prenez le papillon, on a visé le corps du papillon. Si vous prenez l'être humain en portrait, quand la personne n'est pas trop de face, légèrement de profil, visez l'œil sur lequel vous faites la netteté. Vous mettez vraiment l'œil sur lequel vous faites la netteté, vous le mettez sur votre point d'image, l'œil directeur. Après, à vous de gérer, à vous d'essayer. Vous allez vite vous rendre compte que si ce personnage-là, vous aviez mis son œil sur ce croisement-là, eh ben, la photo aurait été beaucoup moins sympa et ça, on verra juste après pourquoi. Donc, l'objectif, là, c'est quand vous avez un sujet où il y a un peu d'espace autour, où vous voulez donner une petite sensation d'espace autour, ne le centrez pas. Essayez plutôt de le décentrer et d'aller le mettre sur un des tiers. Et faites aussi du coup attention si vous reniez des images à pas garder en fait les garder votre avec des tiers. Bon, après, vous verrez, on fera dans la formation Lightroom qu'on fera du coup d'ici 2 semaines, peut-être un peu plus en fonction des organisations qu'on va pouvoir avoir. Dans la formation Lightroom, on verra qu'au niveau du recadrage, dans tous les cas dans Lightroom, ce qui fait par défaut, c'est qu'il vous remet vos lignes directrices, vos lignes des tiers. Ça fait partie en fait de la composition en photo, on va dire des grands classiques de la composition. Hop. Alors, donc là, vous avez 2 exemples qui sont assez parlants. Le premier exemple, c'est le chameau. C'est ce qu'on vous disait. En fait, là, le chameau centré, il est un peu tristoun. On ne sait pas trop ce qu'il fait là. Il a l'air un peu posé. Donc, c'est une photo prise un peu sur le vif. Et ben, si on décale juste un petit peu cette photo-là, tout de suite, on a quelque chose de différent. On a un chameau, on se dit, OK, c'est un chameau qui se balade dans le désert. Et il y a une notion de le chameau qui avance, en fait, qui a une ligne vers laquelle il peut avancer. Donc, du coup, sortir du cadre, on lui donne un peu plus d'air. Donc, pensez toujours à donner de l'air. Parfois, vous pouvez choisir de faire totalement l'inverse et donc d'aller centrer le sujet. Par contre, quand vous faites quelque chose d'une composition qui est centrée, pensez à la centrer vraiment au maximum. Faites pas un demi-centre. Faites vraiment quelque chose de parfaitement symétrique. Je vous sens bien avec ma photo. Ok. Il y a un canapé sur le balcon. Ouais, bah, c'est possible. Je cherche aussi d'ailleurs, si vous avez un canapé. Alors, ce qu'on peut jouer, mais là, c'est plus compliqué à voir quand même, c'est le nombre d'or. C'est vachement utilisé en peinture aussi. Ça va être de faire une spirale, mais, ouais, c'est mais ça reste quand même assez compliqué à faire au début. En fait, le principe, c'est d'aller remettre en fait, tout le cœur de votre image dans cette spirale-là. Et donc, du coup, naturellement, alors, quand on le regarde comme ça, on se dit, OK, ça va. On comprend qu'en fait, on a remis le sujet au centre de la spirale et qu'on allait vraiment aller finir cette spirale-là sur un point fort de notre image. La réalité, c'est que dans un environnement plutôt, on va dire, classique, vous ne sauriez pas forcément poser la question de vraiment d'aller jouer cette spirale-là. Vous l'auriez joué un peu plus brutal en disant, bah, OK, là, mon sujet, je l'ai mis dans le tiers en haut à gauche, pour la première photo, par exemple. Enfin, voilà, vous allez le viser un peu plus large, mais si vous voulez faire une très, très belle photo, vous avez le temps de la penser, c'est un élément qu'on peut prendre en compte. Là, on arrive du coup à la partie laisser de l'espace. En fait, une photo, c'est con, mais ça a besoin d'air. On ne peut pas prendre une photo, enfin, on peut toujours prendre une photo. Oui, non, mais oui, on peut prendre une photo. Mais il faut vraiment éviter de prendre une photo centrée uniquement sur le sujet et l'enfermer. En fait, si là, la moto, bah, elle est vraiment au centre, déjà, on n'a plus de ligne des tiers. Et ensuite, si on ne laisse pas de l'air devant la moto, on a l'impression que la moto, bah, elle va nulle part. On s'en fout, c'est Maya. On a l'impression que la moto, elle va nulle part. On n'a pas de sensation de mouvement. Et en mettant de l'air juste dans le sens du mouvement, ça va donner vraiment cette sensation de bah ouais, la moto, là, elle avance, elle va aller à droite. Et ça va rendre la photo beaucoup plus sympa. Pareil pour le chat. Si on lui laisse de l'air devant, c'est pour cette sensation en fait, de regard fuyant de l'air. Après, justement, cette règle, on peut faire l'inverse et mettre le cadre totalement à l'opposé pour justement jouer sur cette sensation d'enfermement.
Ça peut être, si on a vraiment une volonté artistique, d'entre guillemets, «enfermer le sujet», ça peut être une manière de le faire et la personne qui regardera la photo le ressentira tout de suite. Là, vous imaginez bien, alors je vais essayer de maîtriser un peu mon logiciel. Vous imaginez bien que si l'enfant ici, on le place en fait sur ce tir-là, eh ben, il va regarder quelque part où nous, on ne pourra pas voir. Et donc, on aura envie de voir, et il y aura une forme de frustration. C'est naturel, hein. Ça, vous pouvez faire le test vous-même. Vous allez voir si vous faites 2 fois la même photo avec un cadrage différent. Donc, un, vous laissez de l'air, un, vous ne laissez pas d'air. Vous allez voir, la sensation d'enfermement, elle est immédiate. Ça marche pour tout le monde. Pour le coup, ça, c'est universel. Et ce sera plus des photos artistiques que des belles photos. Parce qu'on est tellement habitué à avoir de l'air que si on est enfermé, on n'aime pas trop. Je vais casser les habitudes. Alors, autre chose, bon, ça c'est assez naturel, hein, on va dire, c'est du plan plus classique. Est-ce que je fais de la plongée? Est-ce que je fais de la contre-plongée? Est-ce que je me mets à la hauteur du sujet? Quand vous vous mettez à la hauteur du sujet, vous allez avoir quelque chose d'assez neutre, en fait, hein, un regard, le regard classique de l'être humain, à peu près. S'il y a enfin, je parle sur des sujets humains, des sujets paysages. Et maintenant, vous pouvez vouloir donner d'autres sensations. Si vous vous mettez en contre-plongée, donc en fait en dessous de votre sujet, vous allez donner de la hauteur au sujet, vous allez donner de l'importance au sujet. Alors, c'est quelque chose où ça peut être joué vraiment à l'extrême, comme avec les coquelicots, donc on s'est mis en dessous dans l'impression qu'ils sont gigantesques, mais qui peut être joué beaucoup plus légèrement si vous mettez légèrement en dessous de votre sujet et que vous montez en fait vers le haut, votre sujet va paraître un petit peu plus grand, un petit peu plus important. Ça peut être intéressant, ça, à pratiquer au niveau des portraits. La plongée, à l'inverse, elle va avoir l'effet totalement inverse. En fait, elle va grossir tout ce qui est près de l'appareil et diminuer ce qui est plus éloigné. Donc, du coup, ça va en fait avoir l'impression que tout est plus petit, tout est plus écrasé. Donc, on évite de faire une plongée sur un portrait d'être humain. C'est pas très, ça met assez peu en valeur. Du coup, je parle d'être humain. Pensez-y, quand vous faites des photos, alors que ce soit de la photo, j'imagine, je pense tout de suite aux voitures, parce que voilà, on fait une photo d'une voiture, c'est l'esprit Picard qui ressort. Mettez-vous à la hauteur de son regard. Ça marche pareil pour un être humain. Mettez-vous à la hauteur du regard. Vous prenez une photo d'enfant, vous vous mettez accroupi et vous vous mettez en face. Ne cherchez pas à le prendre de haut, en fait, vous allez le rendre encore plus petit qu'il ne l'est et ne pas lui donner d'air, pas d'importance. Donc, mettez-vous vraiment à la hauteur du sujet que vous prenez quand vous voulez rester sur des photos neutres, si vous ne voulez pas partir sur plongée contre plongée. Bon, petite règle bonus, le cadre dans le cadre. C'est quelque chose que vous allez pouvoir voir assez souvent et quand vous avez une porte que vous laissez ouverte, donc une porte avec un environnement plutôt sombre et puis vous donnez sur un environnement plutôt clair, enfin jouer en fait avec les contrastes, les cadres, etc. Ça vous permet de contextualiser un petit peu votre photo, c'est-à-dire que là, par exemple, on voit bien qu'on se sent très observateur, on se dit, OK, on est vraiment en train d'observer quelqu'un à travers une fenêtre et on le comprend tout de suite. Et donc, vous vous placez directement, vous, en voyant juste une fenêtre, vous placez directement à l'intérieur d'un bâtiment. Voilà, vous comprenez ça en fait. C'est des ressentis qui viennent immédiatement sur l'être humain. Donc le cadre, rajouter un cadre en fait dans votre cadre de photo, vous pouvez y penser, ça peut être intéressant. Il faut bien le jouer bien sûr, hein. Il ne faut pas juste se dire je veux mettre un cadre absolument en plus, mais c'est un réglage, enfin un jeu de composition assez intéressant. Ça, c'est que des jeux de composition qu'on aura l'occasion, j'espère, avant la fin du semestre, si on se refait un peu déconfiné, d'aller faire un workshop et de tester justement toutes ces choses-là, en fait, se forcer à tenter de nouvelles choses et à dire, OK, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, mais je vais essayer quand même. Puis peut-être que ça va me plaire, peut-être que ça ne va pas me plaire. Mais au moins, j'aurais essayé en fait de faire ce type de photo, tenter une autre composition tout simplement, et pas rester toujours sur ses bases, sur ses classiques. Même si c'est bien d'avoir une ligne directrice pour soi. Oui, cette slide-là. Oui, pareil, là, le contraste, ça peut être un jeu encore dans notre image, sans pour autant faire de la surexposition ou quoi que ce soit, mais jouer sur l'exposition ou pas, là, un espace vraiment très sombre pour jouer avec, il y a des reflets dans l'eau, il y a la plage qui est très claire. Ça peut donner un style aussi et ça peut être sympa. Voilà. L'objectif, dans tous les cas, en fait, c'est d'attirer le regard. Si vous mettez forcément quelque chose de tout noir au milieu de votre environnement très clair, votre regard, naturellement, il va aller dessus. Si vous faites l'inverse, c'est vrai aussi. Si vous mettez quelque chose de très clair au milieu d'un environnement très foncé, il y a en fait un jeu de contraste qui se fait. Le contraste, il peut se faire sur plein de choses. Là, le contraste, il est fait vraiment de manière très bête. Donc, c'est-à-dire vous avez vraiment quelque chose de sombre, quelque chose de clair. Le contraste, il peut jouer sur les couleurs. Le contraste, il peut jouer sur les idées. Vous montrez vraiment deux choses très, très différentes. Pensez à la photo type fusil vs fleurs, enfin des choses comme ça.
on a vraiment en fait un contraste. Le principe, c'est juste de mettre un contraste dans votre image, donc dire mon image, elle n'est pas plate, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une scène basique, c'est j'essaie d'apporter le regard vers un élément de mon cadre et du coup vers mon sujet. Hop. Donc là, on a la même chose, donc c'est ce qu'on disait à l'instant. Tac, tac, tac. Si vous mettez quelque chose de sombre et une personne plus claire au milieu, bah forcément, vous allez aller regarder en fait, vers cette personne naturellement. Le fond, vous allez l'oublier. Bon, là, en plus, il avait vocation à être oublié, ce fond-là. Mais voilà, ça peut vous aider à guider le regard. Ouais. Ouais, on peut parler de… Ouais. Très rapidement, c'est très objectif, c'est avancer un peu plus vers une formation portrait potentiel si ça vous intéresse, parce que ça fait partie du coup des formations, je vais répéter un petit peu, mais des formations où vous choisissez en fait ce que vous avez envie de faire. Là, on donne des bases de composition, on donne des bases de technique, on donne des bases en choix de matériel. Et après, c'est que des formations plus avancées. Donc, à vous de nous dire ce qui vous plaît aussi. On a tout un panel de formations qu'on peut faire, de thèmes qu'on peut imaginer. Vous pouvez aussi apporter vos propres thèmes. Donc, le portrait fait partie de ces thèmes qu'on peut aborder en formation avancée. Ouais. Donc là, la lumière douce ou dure, ça ne va pas forcément être quelque chose qu'on va pouvoir maîtriser parce que le soleil, pour l'instant, on ne le maîtrise pas encore bien. Mais il y a certaines heures où on va avoir des lumières plus ou moins sympas. Quand il est midi, on va se prendre un soleil vraiment au zénith et ça va faire des photos avec des lumières très dures en fait. Là où si on prend vers 10 heures, vers 16 heures, on va avoir des photos plus douces et encore. Voilà. Après, à vous de voir ce que vous voulez faire. Maintenant, retenez juste une chose, si jamais vous avez une lumière qui est au-dessus, donc vraiment une lumière ponctuelle, pas une lumière qui vient de la mer. Si vous avez une lumière qui vient d'au-dessus en portrait, en fait, évitez-la absolument parce qu'elle va vous faire des poches sous les yeux, etc. Prenez votre sujet, mettez-le à l'ombre. Cachez-le, faites ce que vous voulez, déplacez-le. Et donc là, c'est ce que je vous disais, c'est quand vous avez un sujet que vous pouvez manipuler, eh ben, profitez-en, prenez-le, mettez-le ailleurs et faites le test. Mettez la personne en plein soleil avec un soleil à midi. Mettez-la en plein soleil, prenez la photo, prenez la même photo en la mettant sous un arbre. Vous allez voir la différence. Ouais, sachant qu'il y a ce qu'on appelle des golden hours. C'est pas les golden showers, hein, ça c'est autre chose. Ça, j'étais obligé. Je pouvais pas me retenir. Bref. Mais, voilà, donc des heures en fait plus agréables, on va dire, pour avoir des lumières qui soient, on va dire, plus chaleureuses ou plus froides. Vous avez des heures, vous allez avoir des lumières très bleues, des heures, vous avez des lumières très jaunes. Il faut savoir juste jouer avec en fait, hein, la lumière. Quand vous prenez la lumière extérieure, c'est une lumière que vous ne maîtrisez pas. Donc, à vous de savoir jouer avec. En intérieur, c'est plus facile, entre guillemets. Il faut la gérer, mais vous avez totale gestion sur la lumière en intérieur. Bon, ça paraissait à peu près évident quand on parlait de sujet tout à l'heure. Il faut vraiment en fait arriver dans votre image pour la rendre intéressante, à faire passer juste une histoire. Et en fait, en fonction sur une même image, là par exemple, si je prends cette image-là et que je bouge le cadre, on peut y donner plusieurs lectures. Si vous imaginez, vous passez en fait sur cette partie-là, vous allez avoir juste des enfants qui jouent et vous pouvez avoir juste une image avec des enfants qui jouent. Là, vous rajoutez, prenez l'image en portrait ici, vous allez avoir en fait juste une petite fille qui regarde vers la mer. Si vous prenez là dans cet ensemble-là tel que ça a été fait, vous avez une petite fille qui regarde des enfants qui jouent, mais qui ne jouent pas, donc il y a une forme de solitude, etc. Donc en fait, ça, c'est juste à vous, votre ressenti de photographe. Qu'est-ce que vous avez envie de montrer? Mais il faut à chaque fois, dans toutes les images que vous faites, qu'il y ait une histoire qui se dégage. Sinon, en fait, vous allez avoir une image un peu plate, mais vous allez vous en rendre compte, hein, c'est assez naturel. Bon, des bonus, plein de bonus. Favoriser les répétitions, ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel chez tout le monde. Si vous avez, par exemple, des objets, que ce sont à peu près les mêmes, je pense vous prenez des animaux, vous en avez un nombre autant que vous voulez à disposition. Eh ben, vous voulez prendre une photo d'animaux, n'en mettez pas deux, mettez-en trois. Mettez-en un ou mettez-en trois. Préférez quand c'est impair de manière générale. Ça vous permet d'agencer autrement et d'avoir quelque chose de plus harmonieux. Mais ça, il faut faire le test. C'est pareil. Faites le test. Prenez des pommes chez vous. Mettez-en une, mettez-en deux, mettez-en trois, 4, 5 si vous voulez. Et voyez en fait que naturellement, quand c'est impair, on trouve ça plus agréable à regarder. Après, à vous de tester. Hein, toutes les règles elles peuvent être transgressées. Ouais, et puis sachant que sur un groupe de personnes qui vous demandent de prendre une photo, en dégagez pas un parce qu'ils sont en impair. Voilà, c'est ça. Alors, quand on fait les photos de groupe, on évite de dire non, toi tu sors. Par contre, voilà, quand ils sont impairs, c'est en général plus agréable. Ou alors sortez le plus moche, quoi, pour essayer de faire un truc un peu harmonieux. En vrai, ça se fait. Quand ils sont vraiment moches, ça s'est déjà fait en estu. Oh, ça, en estu, c'est plus facile. Tu lâches un petit « Ah, je suis désolé, je te vois pas, c'est dommage. »
Pensez à utiliser les cadres naturels. Donc ça, on revient un peu sur notre règle de composition au niveau des cadres, comme on a vu tout à l'heure. Utilisez la symétrie. Faites attention quand vous utilisez la symétrie à changer un petit peu votre composition. C'est-à-dire qu'on va rarement avoir tendance à faire symétrie plus règle des tiers. C'est possible, hein. Je ne vous garantis pas, vous pouvez avoir une symétrie verticale et pas de symétrie horizontale. À vous de voir comment vous voulez le jouer. Jouez sur les reflets, dans les flaques d'eau, etc., dans les miroirs. N'hésitez pas à baisser en fait votre regard, baissez votre appareil, mettez-vous au ras du sol, voyez ce que ça donne, remontez l'appareil, testez des hauteurs différentes. Hein. Mais ça, on revient toujours au basique, il faut tester, il faut essayer. Remplissez le cadre, c'est-à-dire que ne mettez pas un tout petit sujet au milieu d'un cadre où le regard peut se perdre. Ça peut être intéressant d'avoir un sujet en petit au milieu, vous mettez un humain au milieu d'un grand espace type désert. Là, ça peut avoir un sens. Vous avez une forme de solitude, une forme de seul au monde, hein, en fait, hein, tout simplement. Vous pouvez avoir envie de donner cette impression-là. Maintenant, ne mettez pas un humain en tout petit au milieu de la place du château à Compiègne, parce que là, en fait, on ne va pas du tout comprendre ce que vous avez voulu raconter comme photo. Vous allez avoir plein de voitures autour, plein d'autres humains, etc. Donc, on s'y perd. Donc, essayez de remplir au maximum le cadre. Le vide, il faut le garder que s'il a un intérêt pour votre photo, que s'il apporte quelque chose à votre photo. Ou alors, si vous voulez jouer justement en mettant sur la place du château, ça peut être intéressant de faire un plan un peu plus, enfin pas trop large, en mettant un temps d'exposition assez long. Et là, on va avoir du mouvement. Là, il va se passer quelque chose. Et si vous avez votre personne principale, votre sujet fixe, votre sujet fixe, ça peut donner un style aussi. Mais c'est ça, il faut tester, il faut essayer d'avoir des idées. Pas hésiter à faire de la merde, clairement. Vous ferez des photos moches, voilà, c'est normal. Faut pas hésiter à tester plein de trucs. Après, des photos de Loïc aussi, bon, faut éviter, mais c'est moche aussi. C'est moche. aussi, mais... En gros, il y a un truc qui marche toujours en photo, c'est de donner un point de vue qu'on n'a pas l'habitude d'avoir avec son œil à une photo. C'est pour ça que tu parlais. Oh putain, beau gosse. Mais c'est de. Non, mais justement, c'est de les rats du sol et compagnie. Mais même, tu prends une photo d'un marché, tu es en train de faire le marché de Compiègne, et tu essaies de caler ton appareil à ta hauteur de vue, ça dépend de quelle taille tu fais. Si tu fais 1m30 et moi qui fais 1m90, on n'aura pas le même point de vue. Mais tu essaies de te mettre à côté de la corbeille de fruits et tu essaies de faire des choses comme ça. Et ça sera le même regard sur une chose qui est connue par tout le monde, mais d'un point de vue différent. Et ça peut faire réfléchir les gens, ça peut passer une émotion, ça peut passer un contexte. Et concrètement, quand tu as un peu d'expérience, tu rates moins ces photos-là. Quand tu as moins d'expérience, tu rates beaucoup ces photos-là. Puis on les rate tous un petit peu de toute façon avec le temps. Mais c'est ça qui fonctionne en gros, c'est de faire la même photo, mais de sortir du cadre de la vue normale. Pour dire qu'une photo, c'est pas simplement ce que voit ton œil, c'est une image fixe et une émotion qui passe. Exactement. Et puis pas avoir peur du ridicule. Tu verras des photographes qui vont se mettre à moitié allongés sur une poubelle pour faire un truc. C'est clair. C'est stylé les poubelles. Ah. Bon, Loïc, Jacques, il faut qu'on prenne des photos de photographes en estu pour montrer que le ridicule tue pas. Hein. Sur une jambe à l'envers, l'appareil derrière la tête parce qu'il n'y a pas la place, on voit l'idée. Donc c'était une intervention totalement validée, ça. Donc il a tout dit sur le point suivant et même un peu plus. Il a bien parlé. Donc je valide. Petite règle bonus, pensez tout ce qui est motif, texture, répétition, on a dit tout à l'heure, en fait, mais donnez du grain à votre image, c'est-à-dire que n'ayez pas une image juste plate, prenez pas un mur blanc en photo, c'est une forme d'art, hein. Vous pouvez aimer ça, il n'y a pas de souci, mais voilà, on n'est pas sur de la photo qui va forcément parler à tout le monde. D'ailleurs, la photo n'est pas faite pour parler à tout le monde, hein, donc faites ce qui vous plaît avant tout. Mais sachez que quand il y a la texture, on a un peu plus envie de regarder cette photo-là d'un point de vue universel. Prenez des photos de murs blancs, envoyez-les à Loïc. Voilà. Je les imprimerai, je les mettrai chez moi. Et donc, on revient sur cette règle magique de tout le temps. Tournez autour de votre sujet, essayez des choses, en fait, tout simplement. Regardez ce que ça rend dans votre viseur. Parce que le point de vue de l'appareil photo, quand on n'a pas l'habitude, on ne l'imagine pas. Mais ce n'est pas le point de vue que vous avez en tant que vous, humain, naturellement. Donc, essayez de bouger, voyez ce que ça peut donner, et puis testez tout simplement. La lecture des images. Les images, on les lit en Z, enfin en S plutôt. Non, c'est ici en S, en SZ, vous voyez l'idée. Voilà. Donc, les images, on a une lecture qui est plutôt comme ça naturellement. Donc, après, à vous d'en profiter pour appuyer votre sujet dans votre image, ou à l'inverse, de ne pas faire comme ça, mais d'avoir des lignes directrices quand même, qu'on arrive à retrouver votre sujet au milieu de ça. Hop. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Bon, c'est assez clair. Bon, c'est des petites règles, hein, c'est que du bonus pour avoir des idées quand on ne sait pas trop comment partir. Là, il y a quelques exemples qu'on va parcourir très, très vite, quelques contre-exemples parfois.
On disait tout à l'heure, faites attention au portrait, c'est une lecture moins facile. Bon, bah, parfois, voilà, le portrait, il a du sens parce que là, par exemple, à gauche, ce qui se passait n'était pas intéressant ou n'apportait rien à l'image ou me cachait mon sujet. C'est plutôt ça, d'ailleurs. Il y avait un autre musicien que je n'avais pas envie d'intégrer. Bon, bah voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on passe en portrait, on essaie autre chose, ça lui donne de la hauteur, il regarde vers le haut, donc il y a une sensation en fait vraiment de quelqu'un de grand, d'important et qui est en train de faire quelque chose. Donc ça, après, à vous de voir. Là, par exemple, on a un portrait, là où on disait que le portrait n'était pas forcément dans le sens de lecture humain. Bon, bah là, ça ne choque pas du tout. Les formats dont on parlait tout à l'heure, on s'était arrêté au format 16/9, format 16/9 qui viendrait plutôt, en fait, si vous prenez le tigre, vous coupez, ça fait à peu près un format 16/9. Là, vous avez quelque chose de beaucoup plus large. Donc, il ne faut pas hésiter aussi, quand vous avez des photos qui s'y prêtent, à montrer des choses beaucoup plus larges. Donc là, une photo de foule, on peut être très large. Une photo de paysage, on peut être très large, etc. etc. Ouais, je fais ma promo, donc surtout que j'ai cherché des exemples très rapidement là où je les avais. Il a arrondi le tigre, oui. Ça, c'est aussi des photos qu'on pourra voir. Sur une photo comme ça, en fait, il y en a 12 de mémoire, 12 ou 16, je ne sais plus. Donc, c'est du panorama monté ensuite derrière. Un panorama de nuit, donc prendre tous les trucs les plus difficiles et puis les mettre ensemble. Panorama de nuit sur une foule. Voilà. Mais forcément, le panorama apporte cet effet un peu arrondi, sphérique, tout simplement, qu'on peut corriger, mais après, à vous de voir aussi en fonction de ce que vous voulez faire ressortir. Là, ça faisait vraiment ressortir le centre de la scène parce que mon sujet est au centre. D'ailleurs, vous remarquez que, vous remarquez que le regard va au centre. Bon, ça faisait aussi partie de ces objectifs-là. Voilà. Là, vous avez une photo où on ne respecte rien. On ne respecte pas le regard parce qu'en fait, votre sujet il s'en va littéralement de votre cadre et on ne voit pas où il part. On ne respecte pas les tiers puisqu'on n'a rien sur les tiers. Et pourtant, c'est une photo qui peut marcher. En tout cas, qui, au moment où elle a été faite, pouvait parler. Voilà. Donc, on n'est pas forcément obligé de respecter les règles à vous voir. On retrouve ici un format très large. Donc, on a vraiment cette sensation de vide ici. Et puis là, on a un sujet qui part. On a presque envie de partir avec lui. Et juste, il s'en va. On ne le maîtrise pas. Ça pose aussi des questions sur c'est quoi le sujet au final? Est-ce que c'est vraiment les chiens ou est-ce qu'on ne voulait pas justement montrer qu'il y a un super ciel, que la forêt est sympa aussi? Enfin, ça ne va pas mettre un sujet en valeur, ça peut mettre plusieurs sujets et ça peut être pas mal aussi. Ici, ce que vous retrouvez, c'est la lecture, la fameuse lecture en Z dont on parlait. Et le Z, en fait, le mot, il ne va pas venir. Modélisé, c'est pas modélisé que je voulais dire. Bon, enfin bref, vous voyez le Z en fait de la même manière que tout à l'heure, on voyait les lignes directrices dans le parking. C'est-à-dire que là, on a vraiment quelque chose de très visible. Et on amène en fait le lecteur qui va regarder, il va commencer au phare parce que c'est le point rouge, donc c'est ça qui l'attire le plus vite. Il va remonter le chemin et en fait, il va pouvoir repartir à l'envers et lire cette image, pas à l'infini, mais avoir une lecture complète de l'image assez naturellement. On l'a perdu pendant 45 minutes comme ça sur cette image. J'étais en train de regarder, il est revenu. C'est ma propre photo, je me suis déjà perdu avant dessus. Tu fais ta promo. Je fais ma promo à fond. Là, donc, on parlait symétrie centrée tout à l'heure. Là, vous avez un exemple donc, de symétrie qui soit verticale et horizontale. Mais donc, à la verticale, elle est parfaite dans aucun sens, cette symétrie d'ailleurs. Mais vous pouvez jouer sur une symétrie qui est, que moi j'appelle imparfaite. C'est-à-dire que là, par exemple, vous avez un reflet qui vous suggère ce que vous avez au-dessus, mais qui n'est pas le reflet exact de l'image que vous avez au-dessus. Ça peut aussi être un jeu au niveau de la symétrie, d'aller jouer sur du reflet, comme on disait tout à l'heure au niveau de la composition. Là, par exemple, il n'y avait pas forcément d'intérêt à aller aligner la ligne horizontale sur un tiers, parce qu'en fait, vous auriez perdu votre premier plan qui apporte quand même quelque chose, parce qu'on sent qu'on est loin, mais on est quand même sur la terre, on n'est pas parti sur la mer, donc ça reste accessible, etc., etc. Après, à vous de voir au moment où vous faites votre photo, ce qui vous intéresse dans votre cadre, ce que vous voulez montrer. Et donc là, il faut bien penser premier plan, arrière-plan. Donc, réfléchissez votre photo quand vous la faites. Là, c'est un peu la même idée. Vous allez avoir une lecture qui se fait, pareil, vous reprenez votre Z, vous avez une lumière au fond, vous reprenez cette lumière au milieu, au premier plan, et au centre, en fait, vous ne l'avez pas. Mais ça ne vous empêche pas d'aller lire votre image au centre ensuite. Ça dégage de l'espace. Donc, pareil, et en fait, essayez et voyez ce que ça donne. Essayez sans prendre le premier plan, essayez en essayant d'aller viser juste les villages au milieu. Tentez les choses. Est-ce que vous avez des petites questions ou pas sur ce qu'on a vu? Pas spécialement, non. C'était cool. On est clair. Bon, c'était une petite formation facile, rapide, celle-là. Hein. C'est juste pour avoir en fait des bases, pour dire où est-ce que je peux aller quand je ne sais pas faire de photos,
quand j'en ai jamais fait ou que je n'ose pas en faire, parce qu'en général, c'est plutôt ça, hein, c'est une question d'oser. Il ne faut pas avoir peur d'aller prendre une photo. Bon, ben, on a quelques petites règles quand même qui permettent d'éviter de faire des gros ratés, mais qui ne garantissent pas que vous aurez une photo qui va vous plaire. C'est une photo qui va être, on va dire, par la masse acceptée, mais qui ne va pas forcément vous parler à vous. Donc, faites au début des photos comme ça, si vous ne savez pas trop où aller. Et puis, quand vous aurez un peu plus d'aisance et que vous maîtriserez votre matériel et que vous maîtriserez les personnes qui sont autour de vous et que vous serez un peu plus à l'aise, et ben en fait, allez-y et tentez des choses tout simplement de manière générale. Et puis des règles, il y en a 50 si on veut parler. Les triangles. De règles des triangles, c'est mettre des triangles dans ses photos parce que c'est super beau, machin. On peut en mettre 40, je peux te mettre des règles des ronds, des machins. Enfin, en fait, des règles, chacun peut en créer et c'est pas parce que vous respectez pas certaines règles que votre photo sera pas belle et c'est pas parce que vous respectez certaines règles que votre photo sera belle. Une photo moche, même si on utilise la règle des tiers et des triangles et machins, bah, ça restera une photo moche en fait, mais artistique. Voilà, Sauf si une vous photo avez de Loïc. Une photo de Loïc, c'est moche et pas les photos de Loïc, artistique. c'est pas facile de les avoir belles. Franchement, si un jour il y en a un qui arrive, il gagne une bière. Hein. Bon, moi, j'en ai des sympas. Ok, j'arrive. Une vraie belle photo. Oh, on a la montagne qui est arrivée à nous. Ouais, mon gars. Tu peux pas connaître, Jacques. Non. C'est trop vieux pour toi. Ah, tu sens que tu es vieux à ce moment-là. Je sais, j'espère que tu sens que tu es très, 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 très vieux. T'étais pas né, frère. Oh, aïe, 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 aïe. T'es pas né, si, quand même. Ben voilà. Bon, bah, du coup, on va pouvoir vous laisser là, sur cette formation. Il y a Si Macron jamais à vous l'écouter, avez hein. des